Salut à tous, on est en février et peut-être que vous êtes en train de vous poser la question si vous allez faire le GR20. Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais vous, montrer les 10 jours qu'on a fait, pour, réaliser ce sentier. Donc le sentier, il part de Calvi au, nord-ouest de l'île et il arrive à Porto Vecchio au sud-est. Hem En fait, sur le topo guide, c'est un sentier qui se fait en 15 jours. Il faut savoir en fait qu'on peut le changer, on l'a fait en 10 jours. On peut aussi le faire, bien entendu en, plus de jours. Sur le topo guide, chaque jour en fait s'arrête à un refuge parce que, on doit absolument dormir dans la zone des refuges, alors que ce soit dans les tentes des refuges ou avec sa propre tente parce qu'il y a des espaces où on peut dormir. Par rapport à l'eau, aucun problème tout au long du sentier. On a fait le sentier, nous, en septembre, donc bonne météo. Au niveau donc de le du type de sentier, bah, les premiers jours, on monte, quand même assez dru dans les montagnes et puis, bah, on reste dans les montagnes, en fait, tout le long du GR. Donc c'est vraiment un sentier, bon, je crois qu'il a une réputation d'être l'un des plus durs d'Europe pour une bonne raison, parce que, on est rapidement hors de portée de route, et puis, bah, ouais, on ça monte. Alors cette première étape, en fait, elle est, j'ai envie de dire, elle est un peu douce puisqu'en fait, on part de Calenzana, qui est un petit village au-dessus de Calvi et petit à petit, on arrive au premier refuge. Enfin, très rapidement, on arrive un peu dans le dur, comme on dit, après le 1er col, la Boca, puisque finalement, après avoir passé par ces forêts, bah, vous allez voir qu'en fait, on va commencer à aller à travers, bah, la roche, les rochers. Le sentier devient un peu moins un sentier et on passe à travers les rochers et ça, quasiment, bah, jusqu'à la moitié, du GR qui est à Calenzana, là où on peut retrouver la, une voie ferrée pour, s'arrêter éventuellement là pour faire la moitié et redescendre à Ajaccio. Alors toute, cette première étape, on voit encore la mer pendant, on va dire, ouais, 3 heures, 3-4 heures, puisqu'en fait, au détour du chemin, bah, on voit au loin, Calvi, mais finalement, on arrive, au bout à peu près de 5 heures, 5 heures et demie, donc au 1er refuge. Hem, alors ce qui est vraiment marrant, c'est que, bah, nous, on pensait qu'un refuge, c'était un refuge, on dormait dans le refuge, sachant qu'on avait pris de toute façon, on avait décidé pour faire ce GR d'être complètement autonome et on avait nos tentes, nos duvets et nos repas pour le soir. Hem Et en fait, quand on est arrivé donc à vue du 1er refuge, on a vu qu'en fait, il y avait plein, plein de petits, points blancs et les points blancs, en fait, c'est les tentes et ce si vous réservez des nuitées, donc dans les refuges, c'est donc au niveau d'une tente que vous avez. Voilà, donc après avoir passé notre première re nuit, dans dans notre tente, au 1er refuge, on a attaqué donc la deuxième journée. Ah, la deuxième journée, bah, en fait, bon, il y a l j'ai envie de dire quasiment le quart des gens qui, sont montés au premier refuge, bah, qui redescendent parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait être un sentier, une épreuve, trop difficile pour eux et c'est bien finalement de pouvoir, avoir l'occasion de se dire: «OK, bon, bah, c'est au-dessus de mes forces, je m'embarque pas là-dedans» parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est, bah, c'est difficile et puis plus on avance et plus c'est difficile de se sortir du GR. Donc là, cette deuxième journée, c'est à la limite une autre journée où potentiellement, si on voit qu'on est, fatigué ou pas à l'aise dans les rochers, on peut partir. Heu,
et en fait, bah, là, on a un bon aperçu de ce que c'est. On est complètement dans le minéral, hein. Ça monte très fort, ça descend, et là, on a commencé à voir un certain nombre de gens, de randonneurs qui étaient pas forcément, c'est pas forcément une bonne idée qu'ils avaient eue de venir ici. Donc ils avaient vraiment du mal dès la deuxième journée. Donc encore une fois, le GR20, c'est pas quelque chose d'obligatoire à faire. Je trouve que c'est un très, très, très beau sentier. Si on veut le faire, on peut en faire potentiellement la moitié, hein, mais si on veut le faire tout entier, il faut vraiment être bien entraîné. Et puis il faut être à l'aise dans ces espèces de rocailles parce que finalement le sentier, il n'arrête pas de monter, de descendre. C'est un peu parfois c'est des passages un peu équilibristes. On a le sac à dos sur le dos, notre sac à dos faisait 18 kilos. Hem, donc ouais, à la fin de la journée, on est content d'arrêter, quoi, hein. Hem, mais encore une fois, c'est vraiment un endroit qui est splendide. On voit régulièrement la mer au loin, et en fait, on va continuer à la voir, assez longtemps, puisque finalement, même quand on est au milieu, au Monte Cinto, ah bah, on voit les côtes, ouest et les côtes est de la mer. Alors nous, ce qu'on a décidé, dans cette deuxième étape, c'est que, bah, en fait, on allait, doubler une étape et pas s'arrêter au 2e refuge pour dormir. Donc on s'est arrêté au 2e refuge pour, manger. On était parti à peu près à 7 heures du matin. Donc là, voilà, les fameux stands qu'on voit là, donc le refuge de Caroso. Nous, on s'est arrêté pour manger à midi, donc c'était vraiment, super agréable. Et en fait, l'idée, c'est qu'on reparte et qu'on aille dormir le soir, donc au refuge de Lascaux. Hem, donc c'est un peu comme ça qu'on peut avancer un peu plus vite. Encore une fois, nous, on était un petit peu tenus par le temps, et donc on s'était dit qu'on allait, essayer de le boucler, plus près des 10 jours que des 15. Mais c'est absolument très cool de dormir chaque soir dans un refuge. Hem, à la remontée, donc sur le refuge de Lascaux, ben, on longe une rivière, et là, c'est pareil, c'est toujours la même chose avec ce GR20. Bah, en fait, on est sur des sentiers heu, qui sont c'est pas de l'alpinisme, hein, loin de là, mais c'est ouais, c'est pas évident. Hem, Surtout qu'en fait, ben, oui, on est un peu des escargots avec nos sacs à dos sur le dos, avec notre maison sur le dos, et donc c'est ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure des journées, quand on arrive vers les 8-9 heures de marche, c'est fatigant. Mais bah, ma foi, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est à la fois une fête pour les yeux, parce que c'est absolument splendide, mais pour les oreilles aussi. On est entouré d'eau qui coule, heu, il y a du vent, il y a le bruit du vent, heu et là, bah, finalement, si vous vous demandez s'il y a beaucoup de monde sur le GR, bah, vous voyez, il y en a pas tant que ça, quand on est dans les phases où on marche, parce que finalement, il y en a effectivement au refuge, puisque tout le monde se retrouve le soir au refuge. Il y en a au départ où on part, le matin, mais très rapidement, en fait, chacun prend son rythme, et nous, pendant chaque jour, on a pu se rendre compte que très rapidement, on s'est retrouvés, assez vite, tous les 2, en croisant bien entendu, en croisant des gens, mais c'est pas du tout un sentier qui est encombré. Là, on arrivait en fait, bah, on va dire à notre 6e heure de marche. On avait un petit peu plein les pattes, et on était donc, à la phase où il fallait descendre en bas de cette vallée pour remonter en haut du col, et enfin pouvoir redescendre sur, l'endroit donc qui est une ancienne station de ski qui s'appelle, Lascaux.
et qui est, bon, c'est au fond là-bas, on distingue un peu les bâtiments, et donc là, il y a le refuge de la troisième étape. Donc nous, c'était notre deuxième nuit. Grosse descente, puis finalement, quand on est arrivé, on a pu poser nos tentes, on a pu aller se prendre une douche qui était froide, mais qui était très 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 appréciée. Et là, en fait, on avait commencé à prendre un peu le pas sur gonfler nos matelas, préparer nos tentes, faire notre nourriture. Très sympa. Une heure et demie, on était au lit, quoi. Après notre deuxième nuit, on a commencé à acquérir une petite routine du matin. Avant, donc on s'était levé vers à peu près 6h30. La tente était pas très loin du refuge, donc à l'intérieur duquel il y avait les fameuses douches froides qu'on avait expérimentées la veille. Il y avait surtout en fait la salle hors sac qui nous permettait d'aller prendre notre petit déjeuner bien au chaud, en bénéficiant de réchaud. Il y avait pas mal de monde finalement. On sentait que l'excitation était assez importante pour tout ce beau monde pour attaquer la troisième étape. Surtout cette étape, en fait, elle allait nous faire passer par pas très loin du mont Cinto, qui est le point culminant de la Corse, qui est à 2710 mètres. Et en fait, on a attaqué à marcher vers 7 heures à peu près, en prenant un sentier qui rapidement nous a amenés au pied d'une montagne qui nous entourait dans tous les sens. Une des caractéristiques de ce début de journée, ça a été en fait le bruit des torrents qui était absolument fantastique. Puisqu'en fait, on était donc au fond de la vallée, en étant parti donc de cette ancienne station de ski. Et en fait, tous les torrents convergent vers la vallée et le sentier monte, passe des ponts. C'est absolument phénoménal, et vraiment on sent rentrer dans un autre monde, un monde qui a ses minérales. Alors moi j'avais un petit challenge chaque matin, c'est que j'avais des chaussures, donc ces splendides chaussures Scarpa, que j'avais achetées un mois avant. Donc je les avais cassées dans les Alpes, j'avais essayé au maximum de marcher, mais c'est des chaussures qui sont quand même un petit peu rigides. Et au bout de 2 jours de marche, j'avais un début d'ampoule qui était derrière le pied gauche. Donc il fallait que je fasse attention à chaque départ, à me mettre une sorte de protection. Et surtout, je me suis aperçu rapidement que mon nombre de double pot allait être un petit peu limité pour ces 10 jours à venir. Donc j'avais fait un espèce de système où quand je me prenais une douche, je mettais les pieds en l'air pour pas abîmer mon pansement de la journée, et pour pouvoir le réutiliser le lendemain. Et finalement ça a marché, parce que j'ai fait ça pendant les 10 jours, et au fur et à mesure, l'ampoule s'est enlevée. Mais c'est vrai que chaque début de matin, quand on recommençait, je sentais qu'il y avait un petit picotement, et qu'il fallait que j'aille gentiment avec mes pieds. Comme on peut le voir, il y a pas mal de monde finalement dans ce début de journée. Parce que finalement les gens étaient partis, il y en a certains qui étaient partis avant nous, puisqu'on les voyait au loin. Et puis quand on a commencé à s'approcher des pentes
donc les gens ralentissaient un petit peu. On n'a jamais été vraiment gêné, il n'y a pas du tout eu de bouchons ou d'encombrement. Et puis après, c'est comme dans n'importe quelle randonnée, chacun prend son rythme. Et puis finalement, on marche et on s'est retrouvés assez rapidement, pareil, à être tous les deux dans cette splendide montagne. Donc on était parti du refuge d'Ascutag-Stagnou qui est à 1422 mètres et le premier objectif du matin, c'était donc d'arriver à la pointe des Éboulis qui est à 2607 mètres. Alors on arrive au bout d'une heure, j'ai envie de dire, là on s'est retrouvé assez seul et on est au pied du mont Cinto qu'on aperçoit derrière, qui est donc à 2007. D'un côté, la neige commence à apparaître, il fait un petit peu plus froid. Avec la prise d'altitude, la neige est de plus en plus permanente, c'est un peu glacé et la température baisse. C'est là où en fait on remet une couche de vêtements. Et en fait là, oui, on approche au pied du col des Éboulis. Faut faire un petit peu gaffe quand même parce que c'est glissant. Mais le spectacle derrière est juste magnifique. Et on voit au loin encore, ça c'est une caractéristique qu'on aura tout le long du trajet, la mer. C'est dans des passages comme ça qu'on se rend compte que le GR20, ça restera le GR20. Parce qu'on ne parle pas de sentiers qui serpentent pour monter dans la montagne. On parle de choses où il faut aller tout droit. Mais bon, en tout cas, on arrive assez vite et plus vite en haut du sommet. Donc là, on arrive à la pointe des Éboulis, qui était vraiment qui est la première étape de cette grosse journée. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a décidé donc de se reposer. On a quand même pas mal forcé pour arriver jusque-là, admirer le paysage et surtout de pouvoir laisser nos sacs pour faire un petit crochet pour aller faire l'ascension du mont Cinto. D'un seul coup, quand on se débarrasse de 18 kg dans le dos, on sent un peu pousser des ailes. On avait un petit peu froid, parce qu'en fait, il y avait un petit peu de vent en haut. Mais bon, l'ascension, il n'y a pas de difficulté technique. Et en plus, il y a à peu près 100 mètres de dénivelé pour arriver en haut du sommet. Super chouette sommet, super splendide vue. Parce qu'en fait, du mont Cinto, on fait un 360 et puis on voit les côtes de chaque côté au loin. Quand il y a un beau jour, enfin quand il y a une journée dégagée comme elle l'était. Donc là, c'était la cerise sur le gâteau de la journée.
top of Corsica mounts into, it's a good day. Indeed, it is. Pour la redescente, l'étape donc normalement du GR s'arrête la journée donc au refuge de Tijetu, qui est à 1683 mètres. Ce qu'on avait décidé, nous, c'est de pousser un peu plus, puisqu'en fait on avait discuté avec un des randonneurs à haut du Moncinto, et il nous avait parlé des bergeries de Vallone, qui sont un peu plus basses, puisqu'elles sont à 1100 mètres. Non, pardon, elles sont à 1440 mètres. Et finalement, c'est là où on a commencé à découvrir l'alternative de dormir dans des bergeries plutôt que dans des refuges. Les deux sont bien. Les bergeries sont très bien équipées. C'est le même système que les refuges, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre sa tente autour de la bergerie et puis on peut manger. Il y a des bons fromages, on peut manger le repas de dîner. Nous, à chaque fois, de toute façon, on était autonome aussi par rapport à nos repas donc du soir. Et là, on a décidé effectivement donc de descendre et d'arriver jusqu'à la bergerie. Alors comme Clem le disait, effectivement, pour la descente, on avait quand même pas mal monté. On avait un peu les pattes qui étaient un petit peu endommagées, on va dire. Et ben on faisait du 1 km à l'heure. Donc ça n'a pas été très rapide. Puis la descente, on passe de 2700 mètres à 1400 mètres. On arrive vers la bergerie avec le retour des torrents et le monde un peu plus civilisé. Voilà, en fait là maintenant on est vraiment complètement au point pour monter notre super tente, qui est en fait une tente très légère, qui fait 1 kg, 1,2 kg je crois, très spacieuse, et on avait trouvé un petit endroit super abrité, donc pas très loin de l'auberge, avec des douches chaudes, fantastiques, et des bières. Quatrième journée, donc pareil, on part vers 7h du matin. Et on savait que cette journée allait être assez difficile, puisqu'en fait on voulait aller au-delà du lac de Nino, ce qui voulait dire qu'on devait doubler une étape. En plus, on avait su qu'au niveau des prévisions météo, le temps à venir n'était pas forcément très bon, puisqu'il était prévu une grosse pluie, et voire même des orages. Enfin, au début de cette première étape, en fait, le temps était bon, la température était bonne. Il y avait pas mal de monde au début de l'étape. Et petit à petit, lorsqu'on s'est avancé donc dans les montagnes, puisqu'en fait on attaquait tout de suite pour atteindre le point culminant qui allait nous faire passer à 1991 mètres. Le vent petit à petit s'élevait. Les nuages ont commencé à envahir un peu le ciel, et l'ascension a été marquée effectivement par de plus en plus de vent, et plus on montait en montagne, plus on montait en altitude, plus il faisait froid. Mais petit à petit, encore une fois, on a établi notre rythme, et on a pu atteindre le premier refuge à peu près en 2 heures de temps. Le paysage devient assez lunaire quand on approche le refuge de Kyotulu Dimori, qui est à 1991 mètres. Puisqu'en fait, oui, non, il n'y a plus un arbre, il y a que des cailloux. Et là, vraiment, là, ça burlait sérieux.
En arrivant à ce refuge, il y avait quelques tentes éparses. On s'est pas vraiment arrêté beaucoup. Par contre, la descente a été absolument magnifique, puisqu'on longeait une rivière très rapidement, avec un bon sentier. Et pendant, on va dire, 1 heure et demie, on a été vraiment dans des paysages qui étaient absolument fantastiques, entourés de montagnes au bas d'une vallée. À peu près 4 heures après notre départ, on commençait à avoir une petite faim et on a identifié donc de l'autre côté du sentier en fait un endroit qui était à côté de cette grande rivière. C'était absolument splendide. Il y avait un bon endroit pour nous faire nos pâtes, ce qui nous a valu de nous faire un bon repas de midi essentiel puisqu'on arrivait à un moment où on commençait à être un petit peu déplété en énergie. Et surtout où on savait que il nous restait encore un minimum de 6 heures à marcher. Donc le saucisson corse et les pâtes ont été un combo gagnant. Alors c'est intéressant parce que cette partie du sentier, on sent vraiment qu'on est, on revient vers la civilisation. Il y a des animaux, il y a des bergeries, les sentiers sont tout à fait agréables à marcher. On a lâché en fait les pierriers qu'on avait eus les 2 premiers jours. Et là, effectivement, on arrive à une étape importante puisque cette étape décidait de savoir si on restait ou si on continuait. Après, en fait, une discussion rapide, parce que de toute façon, on était vraiment sur la même longueur d'onde. On savait que le temps, potentiellement, pouvait devenir de plus en plus pluvieux, mais on savait aussi que si on s'arrêtait à cet endroit pour dormir, d'abord, c'était 3 heures de l'après-midi, donc bien trop tôt pour s'arrêter, et surtout, en fait, on allait se mettre en retard, justement, pour passer ce fameux lac de Nino. Et là, on a commencé une des ascensions, une des parties. Tout est beau dans le GR. Mais cette partie de l'ascension vers le col de Saint-Pierre, qui allait nous mener au lac de Nino, a été impressionnante parce que plus on montait, plus le vent... Il pleuvait pas, mais le vent vraiment était de plus en plus important. C'était un peu dantesque, on va dire. Et là, on était vraiment tous les deux, puisque la majorité des autres randonneurs s'étaient arrêtés donc, à l'hôtel où il y avait la route. On avançait dans cette espèce de paysage rugueux, avec énormément de vent. On en est au 4e jour. Là, on est en train de passer le col de Saint-Pierre pour descendre vers le lac de Nino. Ce qu'on s'est tapé, c'est absolument grandiose.
On savait que le lac de Nino était pas loin. On savait qu'après le lac de Nino, on allait poursuivre tranquillement vers les bergeries. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Les plateaux étaient vraiment, les montagnes étaient pelées. Encore une fois, on avait l'impression d'avancer dans une espèce d'endroit lunaire, mais c'est ce qui fait des moments très particuliers dans des randonnées où on est vraiment face aux éléments. On est bien au chaud, bien préparé, on avance. Mais encore une fois, c'est là où la place de la nature prend toute son importance. C'est vraiment une expérience qui est inoubliable. Une fois qu'on a atteint le fameux lac de Nino, on pensait que finalement ça allait être déroulé sur la fin. Et on s'est trompé, puisque il nous a fallu encore, j'ai envie de dire, 2 bonnes heures avant d'arriver aux bergeries. C'est arrivé à la nuit, c'était 8h40. Là, il a commencé à pleuvoir. Il a fallu qu'on mette la tente un peu sous la pluie rapidement. Et là, il n'y a pas eu de douche, puisque on a simplement fait à manger. On s'est couché, on était assez fatigué après cette grande journée, mais tellement content d'avoir pu réussir à faire ces 2 étapes. Le réveil aux bergeries de Vacaccia a été un petit peu plus tardif, parce qu'on était arrivé la veille assez tard, donc on s'est réveillé à 7h. Et surtout, on a eu vraiment une surprise extraordinaire en ouvrant la tente, en découvrant le paysage. La veille, on était arrivé, donc on n'avait rien vu, c'était à la nuit. Et de commencer la journée par un lever de soleil, pas de pluie, ça nous a donné un moral d'acier pour la journée à venir. On a pu faire nos emplettes de fromage, saucisson et baguettes à la bergerie. Et sur le coup des 9h, on est reparti pour une journée qu'on savait être longue, puisqu'il y avait une grosse étape qui était d'atteindre le refuge de Pietra Piana. Et surtout, on savait qu'il y avait 3 gros cols à passer au-dessus de 2200 mètres, donc il y avait la brèche de Capitello. Un peu plus tard, en fait, il y avait le col de Rinezu, et le dernier avant d'arriver au refuge de Pietra Piana, c'était le col Bocca Muzzella. Et effectivement, après avoir passé le refuge de Manganou, donc qui a été assez facile, on a attaqué les choses sérieuses, et non seulement c'était difficile au niveau de la montée, mais le temps a commencé à se dégrader. Après avoir passé le refuge de Manganou, on a été face à un cirque, et finalement le sentier monte quasiment droit devant, justement en direction de la brèche de Capitello. Dans un premier temps, le soleil était bien, mais on distinguait déjà au fond qu'il y avait du brouillard qui était en train de commencer à couvrir les montagnes. Et plus on avançait, plus la température baissait. Et à un certain moment, il a fallu mettre des couches supplémentaires, car non seulement il commençait à faire un peu frisquette, mais surtout la pluie commençait à tomber. Après avoir eu la joie de marcher sur des sentiers, on a renoué
avec le GR sur les rochers à l'approche donc de cette brèche de Capitello. Le sentier serpente effectivement dans la rocaille. Et c'est là qu'une nouvelle dimension donc, du GR est apparue, à savoir évoluer sur des roches qui étaient glissantes parce qu'il avait plu, dans des reliefs assez acérés, à laquelle il fallait ajouter l'accumulation d'heures de marche. Donc une fois que la brèche a été passée, la descente s'est faite avec grande précaution. On a poussé un peu plus, d'autant plus que la météo qui était quand même pas favorable à s'arrêter. Et en fait, quand on a senti que l'énergie commençait à baisser, on a décidé de s'arrêter pour le repas de midi, avec le menu gagnant qui consistait à une baguette, un fromage corse et un saucisson partagé. La descente sur le refuge de Pietrapiana s'est faite dans le brouillard et dans la grisaille. Et j'avoue qu'on avait passé donc 3 cols. Quand on est arrivé au refuge, on était fatigué. Il était 4h de l'après-midi, mais on s'est rapidement concerté et on a décidé d'un commun accord. Et c'est là où c'est extraordinaire de se trouver sur la même longueur d'onde quand on fait ces aventures. Parce qu'on s'est dit que, ok, on avait encore 3h, 3h30 à pousser, ce qui allait nous amener au refuge de Londa, nous rapprocher donc de la moitié du GR qui est à Vizzavone. On a eu la possibilité de passer par la vallée parce qu'en fait la variante qui est dans les montagnes, il y avait des risques d'orage et on a opté pour passer par la vallée. Et là j'avoue que ça a été une fin d'étape difficile et fatigante. Alors même si on a découvert des paysages et une vallée qui était vraiment très accueillante, puisqu'en fait on marchait le long d'une rivière, on a retrouvé un sentier. Même si ces pierres sont pas si faciles à marcher, parce qu'en fait elles étaient rapprochées les unes des autres et c'était pas facile à marcher. Mais je crois qu'on avait accumulé l'étape précédente qui avait été une énorme étape. On a entré dans notre 8-9 heures de marche, le temps qui était pas terrible. J'ai envie de dire que le refuge de Londa, on l'a mérité, notamment après cette fontaine où c'était une dernière montée dans ces arbres. Et là, on a essayé de se parler de tout et n'importe quoi pour pas trop penser. Mais finalement, vers 7h30, on a vu le refuge et on a pu poser notre tente. On était soulagés et contents d'être arrivés. Au refuge de Londa, on a pris notre temps, parce que on savait qu'on avait une étape moins importante que les 2 précédentes. On avait à peu près 5 heures de marche pour atteindre la gare de Vizzavone. Bivouac super agréable, des douches chaudes. J'ai avec toujours mes pieds en l'air pour pas abîmer mes pansements. J'avais ma grosse ampoule qui commençait à disparaître, mais bon, il fallait que je garde ces pansements. Et puis ma foi, on est parti vers 9h30 à peu près. Le sentier monte, on est en Corse, hein, donc il monte assez dru, pour atteindre la Bocca del Moratello qui est à 2200 mètres d'altitude. Là, on voit des gars qui arrivaient en trail. C'est une approche qui est complètement différente, avec très peu de poids.
Et on a discuté un petit peu avec eux et ils nous disaient en fait que l'objectif c'était qu'ils le fassent à peu près en 5 jours. Donc on est en haut, on passe de l'autre côté de la vallée et là donc c'est la descente sur Vitzavon. Et en fait on s'embarque dans une des plus grandes descentes puisqu'en fait il y a 1000 mètres de dénivelé à faire. Donc malgré une étape qui est ce qui se voulait assez gentille, on a découvert que 1000 mètres de dénivelé, même si elle accompagne des vaches, à la fin on a un peu mal aux jambes. Mais petit à petit, on redescend vers la vallée. Et puis en plus, cette étape, c'est une étape qui est bonne pour le moral, puisque elle termine la partie nord du GR. Donc on sait qu'on arrive à la moitié de l'aventure. Et effectivement, on se retrouve le long d'une splendide petite rivière. On prend du temps pour manger. On sait qu'on arrive, on va pas arriver à la fin de la journée sous la nuit, comme on a fait les 2 dernières journées. Et donc en fait, cette redescente, en fait, on l'a pris vraiment pour bien en profiter. Et j'avoue que le soulagement est grand quand on voit les pancartes d'indication de la gare de Vitzavon. Parce que mine de rien, ça faisait 5 jours qu'on avait quand même forcé pas mal à travers ces montagnes. Et de marcher sur des sentiers à nouveau, bien aménagés, dans une forêt, on rencontrait des gens donc, qui venaient se promener, qui partaient de Vitzavon. On retourne un peu vers la civilisation, on sait qu'on va se refaire une petite pause et qu'on va pouvoir repartir le lendemain avec les pieds reposés. Et moi, d'un point de vue personnel, c'était un petit peu un retour en arrière dans le passé, puisqu'il y avait 35 ans, quand on avait fait la partie nord de ce GR20 avec des amis, et c'est là où on s'était arrêté. Pour moi, c'était de se dire aussi, ok, j'en ai fait la moitié, et on va pousser jusqu'à la fin. Maintenant, on est devenus des vrais pros pour monter cette tente. Cette tente, elle nous a vraiment été d'un secours extraordinaire, puisqu'on était avec elle complètement autonome. Et elle se monte super facilement, elle est super légère, elle est spacieuse. Donc voilà, on a monté notre petit campement. C'était marrant, on était assez tôt, puisque c'était vers 2h de l'après-midi, il n'y avait personne. Et au fur et à mesure de l'après-midi, il y a eu un nombre d'autres randonneurs qui sont venus, et en fin de soirée, ça grouillait de monde. Ok, là, donc on attaque la partie sud, après passer dans le casse-pattes de la partie nord. Hier on s'est arrêté à Vitzavon, on a fait une bonne demi-journée de repos, et c'est extraordinaire parce qu'on dirait que dans le sud pour l'instant il y a des sentiers, alors que d'où on vient il y a des pierriers. Mais c'est fantastique. En plus, la pluie s'est arrêtée. Enfin, le lever de soleil est absolument génial. Et vraiment, on va bien profiter de cette journée. La journée a tenu ses promesses parce qu'effectivement le GR20 emprunte entre la gare de Vitzavon et le col de Verdé un sentier agréable.
Le plus haut qu'on a eu à monter, c'était donc à 1640 mètres, à la Boca Palmento. Et ensuite, en fait, on a longé les montagnes pour se rapprocher du col de Verde. Et c'est là qu'on voit qu'on est quand même à plus basse altitude. Un exemple de ce gentil petit taureau qui était au milieu du chemin, qu'on a contourné. Et on a vu des moutons, on a vu aussi des bergeries. Bref, mais mis à part quelques petits passages techniques, parce qu'on est quand même dans le GR20, ça peut pas être complètement plat, vraiment très agréable cette journée dans les forêts corses. En se rapprochant du refuge des Campanelles, on va changer un petit peu de paysage, puisqu'en fait on passe à travers des forêts de conifères, des énormes arbres comme celui-là qu'on voit tomber. On peut imaginer que l'hiver il ne doit pas faire très chaud, d'autant plus que on s'est rendu compte que le refuge des Campanelles c'est en fait à la base d'une petite station de ski. On voit la mer, hein, Et comme on ne change pas une recette qui gagne, pour notre repas de midi, on a eu notre demi-baguette, notre fromage corse. Alors le fromage corse, on pouvait en essayer un petit peu différent parce qu'on l'achetait en fait le matin avant de partir. Et pareil pour le saucisson. Donc on a eu pendant ces 10 jours un bon éventail de tout ce que la Corse peut offrir en fromage. Et c'est absolument délicieux. Pendant cette journée, on s'est aussi rendu compte qu'on repartait. Là, cette journée n'était pas trop longue. On a pris un peu notre temps parce que on savait qu'en fait les 2 prochaines allaient redevenir un peu plus difficiles. Et on se rend compte que même si les sentiers sont agréables et relativement simples, l'accumulation de fatigue et la moindre petite erreur, ça peut coûter. On a eu 2 exemples comme ça. Un premier où Clem s'est tordu la cheville et en fait il a pu repartir, mais il y a eu une grosse frayeur. Et un autre moment qui s'est passé dans la dernière journée où je sais pas comment j'ai fait, je suis tombé à côté du chemin. Et c'est au cours de cette étape qu'on a aussi rencontré pour la première fois les fameux cochons sauvages corses. En fait, c'est des cochons qui appartiennent à des gens, mais en fait, ils vadrouillent un peu n'importe où. Arrivé à l'auberge, en fait au refuge, où il y a eu une auberge, super agréable, juste en haut d'un petit col. Donc là, en fait, on a pu tranquillement se détendre, boire un coup. Et nous, on dormait quand même donc sous la tente. Il y avait une salle hors sac pour faire notre repas. Et on a passé une très bonne soirée. Oui, juste. Pour cette 8e journée, on a prévu de doubler les étapes du refuge du Prati et celui d'Uskiolu et de pousser jusqu'aux bergeries de Basseta. En fait, une fois aux bergeries, nous serons à 2 jours de l'arrivée, ce qui correspond au planning que nous étions fixés.
fait, c'est une journée qu'on sait, assez longue puisqu'en fait, on a prévu à peu près entre 10h30 et 11 heures de marche. Et surtout, on va se retrouver donc, dans des altitudes entre 1200, on va monter jusqu'à 1900-1981, mais on va être pas mal de temps aux alentours des 1500 avec, pas mal de vent et beaucoup de brouillard. Donc après à peu près 1h30 de marche, on se retrouve au refuge du Prati. Et là effectivement on a vu, l'arrivée, on a entendu surtout l'arrivée de l'hélicoptère. C'est jamais très bon quand il y a un hélicoptère qui arrive comme ça, au petit matin et en fait, vraisemblablement, il devait y avoir quelqu'un qui avait dû devoir se faire évacuer, d'où l'hélicoptère. À la sortie du refuge, on va se retrouver pendant pas mal de temps donc, dans ces montagnes avec du vent, avec, de la brume, mais bon, il faisait pas très froid et c'est toujours très, très chouette de marcher dans ces paysages, parfois un peu lunaires puisqu'on se retrouve, complètement isolé, mais absolument splendide. On s'est rendu compte finalement que le thème de la journée, ça allait être de monter un col, redescendre, remonter un col, et là en fait on redescendait pour la deuxième fois et là, à cet endroit, on a commencé à se rendre compte qu'on était quand même pas trop loin de l'arrivée parce qu'on a vu le premier village corse au loin, et en fait c'était vraiment, une des premières fois où on revoyait, un la civilisation. Donc on sentait quand même qu'on était bien là. En plus le soleil s'était levé, on avait moins de brume et c'était vraiment chouette d'arriver là. Okay, we are 8 days into the GR20. We're at Boca La Paro. Everything is doing good. I rolled my ankle and there's no Nutella, but apart from that, spirits are high. Et là effectivement, on avait vraiment le moral qui était, vraiment bon, c'était le milieu de la journée, il faisait beau, mais on continuait à descendre mais on savait qu'en fait, on était quand même assez loin de l'arrivée, et qu'il allait falloir remonter et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, ça fait 5h30 qu'on marche, on a, pas mal de dénivelé dans les pattes et en fait, comme on l'avait prévu, on remonte en direction du refuge d'Oschiulu qui est à 1735 mètres. Donc repassage dans les pierres, repassage dans le brouillard. Ah, la difficulté de ces pierriers comme ça, c'est que on arrive encore une fois à une journée où on est un peu fatigué. Ça fait 6 heures qu'on marche et le brouillard en fait que les rochers sont glissants. Donc chaque pas est vraiment fait avec précaution, en s'assurant qu'on a bien les bons appuis, parce que le sac à dos est un peu lourd, et les jambes un peu faibles.
À l'arrivée au refuge de Skielou, on s'est posé un petit peu, mais pas très longtemps parce que il faisait pas très chaud, hein, on est à 1700 d'altitude, il y a du vent, et on savait qu'on avait au minimum 6 heures de marche encore à faire. Donc en plus, bon, on n'avait aucune raison de s'arrêter. Donc on est assez vite reparti. Et on a quand même évolué pendant pas mal de temps encore dans la brume et dans le vent. Et puis finalement, après avoir descendu pas mal, on s'est retrouvé dans une autre atmosphère complètement différente. Le vent avait disparu, on était sous la brume. Là, la température était assez sympa. Et on savait donc, on s'approchait quand même pas mal de nos bergeries. Par contre, plus on marchait et plus on se rendait compte qu'on en était, même si le paysage avait changé, même si on sentait qu'on n'était plus dans les hautes montagnes, ça n'en finissait pas. Et puis finalement, en fait, on s'est retrouvé le long de cette rivière qui était absolument splendide, complètement fin de journée, soleil couchant, c'était vraiment très agréable. Par contre, vraiment dur dans les pattes, parce que ça faisait 9h30 qu'on marchait, et ça commençait vraiment à tirer. On sentait que les montées et les descentes nous avaient bien entamés en fait. Et en voyant ce joli petit cochon courir à travers les fougères, on s'est vraiment dit qu'on n'était pas loin. Et effectivement, après 10h30 de marche, on est arrivé aux bergeries de Basseta. Endroit très sympa, on a posé notre tente. On a pu manger sur une table qui était perchée dans un arbre, prendre une douche et puis se coucher. Parce qu'on savait que le lendemain, il fallait repartir dans une journée qui allait encore être très longue. Là, on attaque le 9e jour, donc on sait que c'est en gros notre dernière grosse étape. En plus, le sentier passe à travers un plateau, donc facile, très facile. Temps couvert, mais finalement, on part vers 7h, 7h30, donc tranquille. Ce qui est fantastique avec ces petits gorets, c'est que ils sont très heureux parce qu'ils vadrouillent, il n'y a pas de barrière, ils sont avec leur mère et puis en fait ils sont c'est des cochons corses, c'est des cochons qui sont super cool. En arrivant à la bergerie Croquis, les canards 1550, donc on a gagné un peu d'altitude. Surtout, on s'est rendu compte, Clem disait qu'il avait vu la veille comme une possibilité de dormir, mais qu'on était tellement fracassés qu'on s'était bien qu'on se soit arrêté à la bergerie de Basseta, donc c'était une bonne étape qu'on avait fait hier.
Là, on est juste passé à côté de la bergerie et puis on a continué à monter parce que, en fait, on va se diriger vers un col qui est à plus de 2000 mètres, 2025 mètres. Il y a un vent qui commence à devenir de plus en plus fort et le col, c'est dans les nuages. Et finalement, ça va devenir un peu le thème de la journée, où on croyait qu'on allait avoir une journée relativement facile, et qui régulièrement, en fait, le GR20 s'est bien rappelé à nous en disant non, tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. On va monter, on va descendre, et ouais, on se le mérite ce GR20. Finalement, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, on se retrouve donc en haut du col, où on distingue en bas le refuge d'Assino. Après avoir monté, en fait, on a descendu dans cette vallée. Petite pause sympa, on achète nos saucissons au fromage habituel. Et là, en fait, on savait qu'on avait effectivement donc plus de haut col à passer et qu'il allait falloir dérouler jusqu'au dernier refuge. Et en fait, les grosses, les montagnes qui sont sur le côté, en fait, c'est les aiguilles de Bavela qui commencent à apparaître. Donc ça, c'est le dernier col qui va être un peu difficile à passer, mais ouais, il fait à peu près beau et ça roule bien. Par contre, c'est long. Et c'est le 9e jour, et en fait, on a épuisé un peu tous les sujets de discussion qu'on avait au départ. Donc, elle est arrivée avec toute une liste en fait à explorer sur quel est le sens de la vie, des discussions plutôt d'ordre philosophique. C'était rigolo. Notre 3e larron qui s'appelait Tom, avec qui on avait commencé à marcher 2-3 jours avant, a bien dû se demander ce que ces 2 énergumènes canadiens devaient se raconter toute la journée. Arrivé donc aux aiguilles de Bavela, et là en fait on pensait qu'on en avait terminé, mais en fait le dernier refuge s'est fait aussi mériter, puisqu'il a fallu redescendre pour remonter et enfin arriver au refuge, et ça nous a pris une bonne heure et demie après le col de Bavela. Et la dernière partie de la randonnée a vu une discussion effrénée à propos de One Piece entre Clem et Tom. Moi j'avoue que j'étais complètement largué, mais bon, je les écoutais, de toute façon ça m'aidait à marcher, et ce qui nous a permis d'arriver au refuge tranquille. En fait, quand on arrive au dernier refuge, il y a des sentiments opposés. C'est-à-dire d'un côté, on a le sentiment qu'on a presque terminé, que ça fait 9 jours qu'on marche et que il n'y a plus qu'une journée et puis on est arrivé. Puis il y a aussi le sentiment finalement que cette aventure, elle tire à sa fin. Et dans des moments comme ça, finalement, tous les petits bobos ils disparaissent, et je crois que le sentiment qui domine, c'est de se sentir vraiment chanceux de pouvoir faire des aventures de ce style. La nuit avait été particulièrement humide puisqu'il avait plu littéralement en fin de soirée, toute la nuit. Donc au réveil, vers 6h30, on va dire que les chaussettes étaient trempées. Et puis alors, il y a une chose absolument extraordinaire qui s'est passée. Lorsque le jour s'est levé, le temps s'est dégagé, et c'était une sorte de miracle. On a vu le soleil apparaître et se réfléchir sur les rochers, tant et si bien que quasiment tous les gens qui étaient en train de préparer, plier leur tente se sont arrêtés, et on s'est tous retrouvés face à cette beauté naturelle. On aurait dit qu'une grande magicienne de la nature avait orchestré en fait un spectacle extraordinaire
pour célébrer notre dernière journée du GR. Alors on savait que cette journée allait être relativement courte. On avait prévu à peu près 4h30 pour arriver à Conca et on avait 970 mètres de dénivelé à descendre. Température un petit peu fraîche mais agréable. Et en fait on est parti donc de ces fameuses aiguilles de Bavela à travers la forêt pour arriver petit à petit donc sur les hauteurs de Conca. La magicienne de la nature devait continuer à nous suivre parce qu'en fait, en passant dans ces forêts avec ces lumières particulières, j'avais un peu l'impression de me retrouver dans une sorte de forêt de Brocéliande, Corse, avec ces géants qui nous regardaient. Au loin, on entrevoyait la mer et on se doutait bien que on se rapprochait, mais il y avait encore du chemin à parcourir. Le sentier rocailleux en fait alternait entre des parties découvertes et des parties dans la forêt. Et puis mine de rien, c'était le 10e jour et on avait quand même pas mal de fatigue dans les pattes. Et c'est là que on a eu l'exemple que le GR, tant qu'il n'est pas terminé. Parce qu'au détour d'un chemin, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu un trou et je suis littéralement tombé à côté du sentier. Je te prends en vidéo tant que tu es encore là. Bon, il y avait plus de peur que de mal, parce que Clem me disait qu'en fait il me regardait et puis à un certain moment, bouf. Un peu comme si son père avait été happé par les pieds par cette magicienne, histoire de nous rappeler que nous restons des invités privilégiés et que, elle tirait sa révérence. Bon, le GR touche à sa fin. On est parti ce matin sous les aiguilles de Bavela. On a eu un truc extraordinaire qui était le lever du soleil sur les montagnes. Par contre, aujourd'hui, on a ramassé en fait la pluie, mais on s'en fout, c'est la dernière journée, on est tout mouillé. Voilà, super aventure, et on a bien hâte d'arriver à Conca. Après avoir ramassé une grosse averse, en fait, le temps s'est levé. On a vu au loin effectivement la mer. On s'est rendu compte que on était quand même de plus en plus près, puisqu'on pouvait deviner en fait très loin des contours de maison. Et là, Clem m'a fait une surprise extraordinaire. À notre dernière pause, il me dit: j'ai gardé quelque chose. Ça fait plusieurs années que je le garde et j'avais aucune idée et c'était en fait une barre de Vector qu'on prenait quand on partait faire nos débuts de randonnée et d'aventure. C'était absolument extraordinaire de recevoir cette barre qu'on s'est partagé pour se donner un dernier coup d'énergie pour terminer et c'est sous le soleil qu'on est arrivé à Conca. Soulagé, heureux, puis très content et très fier d'avoir réalisé cette aventure à travers la Corse. Alors pour la petite histoire, pour le ferry de retour, on était au bon jour et à l'heure, et on est parti sans problème en direction de Marseille, pour un voyage de nuit qui nous a ramenés sur le continent.